Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Merci à tous de nous écouter sur Fraternité FM du côté de Mamou. Merci de votre fidélité au programme de Radio Espace Guinée, mais aussi d'Espace TV. Nous revenons en studio pour continuer donc cette émission. Le bureau de l'Ordre national des médecins de Guinée ne serait plus légal. C'est un constat que fait une coalition nationale de professionnels de santé. Tous les ordres professionnels de la santé connaîtraient par ailleurs de véritables problèmes d'organisation. Conséquence, les questions d'éthique et de déontologie dans nos hôpitaux échappent à la vigilance des toubibs eux-mêmes et ne sont mieux gérés par le gouvernement. La coalition ne se limite pas au simple constat. Elle invite le ministère de la Santé à organiser le secteur. Si tout va bien, nous allons joindre Dr Ablaye Kaba. Il est le président de la coalition des professionnels de santé et également professeur Hassan Ba, président de l'Ordre national des médecins. Le viol serait-il en passe de se normaliser en Guinée? Plusieurs cas sont signalés ces derniers temps et en dépit de toutes les dénonciations faites, les violeurs ne se sentent pas intimidés. Hier, de présumés violeurs ont été présentés à la presse et parmi les victimes, une aurait été mise enceinte par son bourreau. La brigade spéciale de protection des personnes vulnérables essaie de lutter en vain contre un phénomène qui bénéficie de la tolérance dans les familles. Et si tout va bien, nous allons essayer de joindre adjudant-chef Bernard Tengiano, commandant de la BSPPV, qui sera en ligne avec nous dans cette émission. Les conditions de détention en milieu carcéral en débat. Un jeune sorti de prison la semaine dernière a rendu l'âme à Wanindara dans la commune de Ratoma. La famille soupçonne une mort des suites de sévices corporels qu'il aurait subis à la maison centrale de Conakry. Cette question donc, que se passe-t-il dans nos prisons? Les ONG de défense des droits humains appellent le gouvernement à faire la lumière sur ce dernier cas. Nous allons joindre pour avoir plus d'éclairage autour de ce sujet Dr Mamadou Ali Oubari. Il est activiste des droits de l'homme, mais également Sekou Keita, responsable de communication du ministère de la Justice. Mais avant, nous allons nous intéresser à vos messages parce que vous le savez, cette émission est aussi interactive. Vous avez certainement réagi à cet autre numéro des Grandes Gueules. Nous partons sur Twitter, donc nous commençons avec Ousmane Le Noble. Bonjour Dame Hiro. Depuis quelques années, l'opposition appelle à des manifestations de rue et qui n'apportent rien sur le plan positif. Donc personnellement, je suggère de changer de stratégie. Avec cet autre tweet, Issa Touraman Traoré, bonjour madame, et à la belle équipe du jour. Le mot d'ordre de manif lancé par le FNDC n'est qu'une lutte anodine. Nonobstant, la population guinéenne a besoin de respirer un tout petit peu. Ils doivent donc se retracer et se relancer, il veut dire peut-être, et redéfinir autre stratégie en vue de faire gaffe aux manifestations. #espace GG. Nous partons avec Noumou. Bonjour les grandes gueules. Le FNDC ferait mieux de se calmer maintenant. Personnellement, je crois qu'il y a ce qu'ils font et qu'ils ne font que communiquer. Ces gars ne veulent pas du changement. Nous partons avec Sekou Chek Diakité après la tenue de cette élection suivie par la proclamation des résultats par les deux institutions. À mon avis, et rien ne justifierait une quelconque manifestation pour un soi-disant empêchement de la prochaine investiture. Jusque-là, on a eu trop de morts. #espace GG. Nous continuons donc à lire vos réactions. Job le critique. Bonjour Yaya. Nous craignons que la date du 15 soit un autre événement aussi douloureux de notre pays devant des personnalités venant de partout. Le FNDC, l'UFDG et l'ANAD n'ont pas choisi au hasard donc cette date, investiture ou pas. Nous, on veut la paix. #espace GG. Nous partons avec Lucien d'Afrique. On a tellement privilégié les consensus et pseudo-dialogues en Guinée que les principes républicains ne servent plus qu'à orner nos tiroirs. Opposition, souvent naïve et mouvance sans état d'âme. Chacun accepte des consensus depuis 2010 qui tuent
et étouffe nos lois. #espace JG. Nous partons avec Adam Soumar Diallo. Bonjour Diadia et à toute la team. Manifester est un droit constitutionnel. Malgré le fait que ce droit est constamment violé pour des fins machiavéliques, il faut dénoncer cet état de fait. La loi a été toujours violée par ceux qui sont censés la protéger. Nous sommes dans un état voyou. #espace GG. Faux d'excellence Djoubaté nous écrit également sur Twitter. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'aura pas entendu désormais dans ce pays? Après le combat citoyen, c'était la résistance active et permanente, et maintenant, c'est la manifestation éclatée. C'est du vrai néologisme. Je partirai à Kaloum à condition donc que Sano et compagnie y soient. Nous partons avec cet autre message. Fodé Abbas Youla, bonjour les GG. Même le partage de l'Afrique s'est effectué autour de la table. Alors pourquoi nos dirigeants sont réticents au dialogue? La bonne gouvernance est bâtie autour de la justice, le respect des textes de loi, le non-respect des lois fait naître le dialogue. Nous partons avec ces quelques derniers. C'est Kouchek Diakité. À chaque fois que j'entends parler de manifestation, à l'immédiat, mes pensées se dirigent vers ces citoyens, souvent innocents et sans défense, qui encaissent donc les pots cassés, tant sur le plan humain que matériel, pauvre Guinée. Nous partons avec Marouf Berete. Bonjour les GG. Concernant le viol en République de Guinée, certes, il faut sanctionner les coupables, mais les parents sont également coupables parce que l'éducation familiale n'est plus une priorité pour les parents. Abdul Simili qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. L'opposition n'a aujourd'hui aucune marge de manœuvre, si ce n'est manifester. Une chose constitutionnelle, même si les manifestations sont contre-productives. Une conférence nationale indépendante est la bienvenue pour éponger nos contentieux politiques. Alma Midjop, MPDG, bonjour. Il n'y a rien de mauvais à vouloir faire valoir son droit à manifester, surtout quand cela change quelque chose, mais si ça n'apporte rien, sinon que larmes, effusion de sang, alors il faut pas insister. Les gens sont fatigués et veulent respirer. #espace GG. Plusieurs messages que nous ne pouvons finalement pas lire ici. Nous allons continuer cette émission. Alors, Jacques Lewaleno, il y a quand même ce sujet aussi qui focalise l'attention. Jacques Lewaleno qui va certainement nous rejoindre. Moussa Moïsila, le bureau de l'Ordre national des médecins de Guinée qui ne serait plus légal. C'est pas la première fois qu'on parle de ce sujet dans ce studio. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là-bas aussi, les gens veulent s'éterniser à la tête de la structure? Pratiquement, il n'y a pas d'organe dans ce pays qui soit tranquille. La plupart, soit... Tout le monde veut s'éterniser. Et généralement, c'est lié à des questions de nem-nem. Je sais que Hassan Ba n'est pas le connaissant, il n'est pas de ce ordre-là, même si aujourd'hui la question le concerne. Le troisième mandat, il est certes politique, mais il y a aussi des troisièmes mandats au sein de nos structures. Alors, est-ce qu'Hassan Ba veut se pérenniser à son poste? C'est la grosse question. On parle de 16 ans quand même. Ouais, c'est assez. Les grandes gueules. J'ai envie de l'entendre pour comprendre pourquoi est-ce qu'il se maintient à son poste. Si son mandat a expiré, si les tests qui régissent leur fonctionnement lui interdisent de se maintenir, je demanderai simplement à mon grand frère de céder sa place à quelqu'un d'autre, parce qu'il n'est pas le seul à ce poste. L'ordre des médecins, je crois, a d'autres cadres qui peuvent valablement jouer ce rôle. Je sais que c'est un médecin légiste assermenté, un médecin légiste qui, en Guinée, n'a plus rien à démontrer. Et je me dis qu'il faudrait qu'il essaie de savoir raison garder et qu'il essaie de céder sa place si son mandat a expiré. Voilà.
Les mandats à vie, les mandats à vie, on n'en veut plus. Trop d'être à la cour. Mais je pense même au-delà, c'est une question d'organisation. Je crois que, bon, on va les entendre tous les deux, mais ce n'est pas forcément la faute au professeur Hassan. Il y a même des structures, par exemple les infirmiers, les agents de santé qui n'auraient pas d'ordre. Donc il n'y aurait pas des ordres professionnels pour ces catégories-là. Donc pour la médecine, c'est vrai qu'on en parlait, mais le bureau se trouve principalement à Conakry. Et la confiance qu'on avait portée en lui, c'est en raison bien entendu de sa spécialité-là, médecin légiste. Il pourrait bien avoir l'expertise nécessaire pour parler des questions d'éthique qui ne sont pas absentes dans la profession, qui ne sont pas absentes dans l'exercice de ce métier, parce que tous les jours on en parle ici des erreurs médicales, et puis à chaque fois on justement vient, cette question d'éthique et de déontologie. Voilà, je pense que c'est ce qui avait été fait, mais c'est la responsabilité de tous les médecins qui n'ont peut-être pas trouvé mieux de s'arranger à réorganiser l'ordre comme c'est le cas par exemple dans le domaine judiciaire avec les avocats. Docteur Abdoulaye Kaba, président de la coalition des professionnels de santé, est en direct dans les grandes gueules. Bonjour docteur. Bonjour. Allez-y Moussa Moïse. Alors docteur, apparemment vous avez du mal à renouveler un peu les instances dirigeantes de votre organisation, celle à laquelle vous appartenez. Expliquez-nous les dessous, qu'est-ce qui se passe, quel est l'obstacle? Bon, globalement, je crois que notre coalition, la Coalition nationale des professionnels de santé, c'est une organisation de la société civile dont la mission principale est la moralisation du secteur médico-pharmaceutique. Mais pour une bonne moralisation, je vais vous dire d'abord que l'un des grands piliers de la moralisation, c'est bien les ordres socio-professionnels qui évoluent dans le secteur de la santé. Donc, nous avons constaté sur le terrain que l'Ordre national des médecins, son mandat a expiré, ça fait plus de 16 ans. Et nous avons constaté aussi que les ordres comme l'Ordre des pharmaciens, l'Ordre des chirurgiens dentistes et d'autres ordres, leur mandat a expiré. C'est vrai qu'au moins l'Ordre national des pharmaciens, il y a eu au moins des élections à ce niveau. Fodéoussou a été chassé, on se rappelle. Mais dites-nous pour le cas Hassan Ba, quand vous dites 16 ans, est-ce que le mandat, c'est depuis 16 ans qu'il a expiré ou ça fait combien d'années que ça a expiré? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Pourquoi on retarde le renouvellement de cet ordre-là? Non, bon, il y a eu des démarches qui ont été menées au niveau du ministère de la Santé. Nous avons cherché à rencontrer les autorités. Mais le constat sur le terrain, c'est que c'est vrai, l'Ordre national des médecins, ça fait au moins plus de 15 ans que le mandat n'a pas été renouvelé. Et lui-même, personnellement, professeur Hassan Ba, a demandé à ce que le mandat soit renouvelé plusieurs fois au niveau du ministère de la Santé. Mais nous avons compris que c'est un impératif parce qu'actuellement, là, il y a beaucoup de manquements et de dysfonctionnements dans le secteur de la santé qui sont liés le plus souvent à l'inaction de ces ordres socio-professionnels. C'est pourquoi nous, au niveau de la coalition, on a réfléchi, on a cherché à mener des démarches auprès du ministère de la Santé pour que désormais ces ordres-là soient opérationnels sur le terrain. Et on sait que ça obéit à certaines étapes. Il faut d'abord des élections au niveau préfectoral, ensuite régional, et avant d'arriver au niveau national. Est-ce qu'en amont déjà, il y a un travail qui est effectué pour aller par gradation vers la mise en place définitive? Non, bon, pour le moment, je vais vous dire qu'au niveau préfectoral, il n'y a pas eu d'élection. Au niveau régional, il n'y a pas eu d'élection. Au niveau national, il n'y a pas eu d'élection. Donc, c'est pourquoi nous interpellons la conscience de tous les professionnels de santé parce que c'est une question de survie là. Nous savons que la fonction du médecin, c'est une fonction qui est sacrée. Et nous, au niveau de la coalition, nous n'allons pas accepter de désacraliser cette fonction. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de battre pour que ces ordres-là soient opérationnels sur le terrain. On nous apprend que l'Ordre national des formations aussi a expiré depuis décembre, depuis 2019 également. Mais quel serait l'intérêt du ministère du tutelle ou du gouvernement de ne pas favoriser le renouvellement à la tête de ces différentes organisations socio-professionnelles? Et que disent les textes en la matière, justement?
Non, bon, l'élection, comme vous l'avez dit, les élections doivent se faire au niveau de la base au sommet, c'est-à-dire du niveau préfectoral. Il y a des élus qui vont élire l'ordre régional et l'ordre régional aussi va élire le président de l'ordre national des médecins et son bureau. Donc pour le moment, ce que nous constatons, nous savons que l'opération se fait à deux niveaux, c'est-à-dire le président de l'ordre national des médecins et un trésorier. Donc ici, je vais vous dire que le niveau préfectoral régional et national, il y a même au niveau du bureau national, il y a beaucoup de dysfonctionnements, c'est-à-dire il y a des postes manquants. Donc il faut impérativement que les gens comprennent la nécessité de mettre sur place ces ordres socio-professionnels pour au moins sauver notre profession. Parce que il y a beaucoup de choses actuellement là, des non-dits qui se font au niveau de la profession. Et c'est pourquoi nous-mêmes, on avait pensé au moins qu'il faille mettre sur place un ordre des biologistes, parce qu'au niveau des laboratoires, il y a beaucoup de problèmes aussi. D'accord. Dernière question, Djiba. Alors, les non-dits là, est-ce que vous pouvez donner d'amples infos dessus? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est la mandature. C'est normalement, le mandat s'étend sur combien d'années? Les auditeurs ont besoin de le comprendre. Est-ce que, parce que nous apprenons aussi qu'il y a eu un travail déjà qui avait été effectué par professeur Hassan et que ce rapport serait au niveau du ministère de la Santé, éventuellement le budget aussi pour l'organisation de ces élections. Est-ce que vous avez eu vent de cela? Oui, il y a eu une rencontre entre nous et le ministère de la Santé. Ce jour-là, professeur Hassan était dans la salle. Nous avons manifesté le désir de l'organisation. C'est vrai qu'il y a eu des démarches. Il y a un premier test qui dit que le mandat de la mandature de l'Ordre national des médecins s'étend sur 5 ans. Et il y a eu le toilettage de ce test-là. Donc nous sommes en train de réfléchir comment il faut faire en sorte que les élections se passent dans de très bonnes conditions. Parce que c'est pourquoi nous avons suggéré auprès du ministère de la Santé de la mise en place d'un comité de crise. C'est-à-dire ce comité-là va se charger non seulement du toilettage des tests, mais aussi de l'organisation des élections depuis le niveau préfectoral jusqu'au niveau national. Eh bien, Dr Abdoulaye Kaba, président de la coalition des professionnels de santé, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Mais c'est moi qui vous remercie, madame. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Nous parlons santé dans ce numéro des grandes gueules. Professeur Hassan Ba, qu'on va essayer de joindre dans un instant. Moussa Moïse Silla, on a écouté quand même ce professionnel de la santé. Décidément, on a l'impression que le problème retarde au niveau du ministère. On s'interroge. Au niveau du ministère, mais aussi au niveau des membres de ces différentes organisations socio-professionnelles. Ça me rappelle l'épisode de Dr Fode Fofana, qui n'avait pas la volonté de rester à la tête de l'ordre des pharmaciens, mais parce que les textes n'avaient pas été respectés, à l'interne, les membres n'avaient pas mis en place, déclenché le processus qu'il fallait pour le renouvellement. Ça a pris du temps. Je pense que le professeur Hassan a tout à gagner. Je ne sais pas qu'est-ce que son maintien à la tête de l'ordre lui apporterait, ma foi, parce que quand même le premier médecin légiste du pays qui a permis aujourd'hui qu'on en ait une bonne dizaine, avec vraiment des qualifications qui vont au-delà de nos frontières. Je trouve qu'il n'a pas intérêt à rester à vie à la tête de l'ordre des médecins. Mais je trouve qu'il est nécessaire que ce renouvellement se fasse pour le bien des citoyens que nous sommes, puisque quand on trouve la mort du fait d'une faute professionnelle des médecins, on trouve que c'est Dieu qui agit. Il est certes là, Dieu, mais en même temps, si on n'a pas une organisation qui fonctionne à merveille, on ne peut pas les porter plainte, on ne peut pas les questionner le travail qui a été fait par le médecin. Je trouve que c'est très important de dynamiser ces organisations. On va justement écouter le son de cloche de professeur Hassan Ba qui est en direct, Jacques Léoalené. Les grandes gueules. Professeur Hassan, bonjour. Oui, bonjour, M. Jacques. Bienvenue donc à cette émission. On comprend là bien, vous avez duré à la tête de l'ordre des médecins de Guinée, mais vous aviez aussi entamé des démarches pour obtenir une certaine organisation. Où ça bloque aujourd'hui? Je voudrais d'abord lever un malentendu. Croyez-moi très bien, et croyez-moi sur parole, que je ne tiens pas à être président à vie de l'ordre des médecins.
Et je n'ai jamais été élu depuis 2004. D'accord? Ça, c'est d'abord le malentendu. Ceux qui sont en train de parler, ils le savent très bien. Le président de l'ordre des médecins actuel, c'est le professeur Ibaldé. Moi, j'ai été élu en 2008 comme vice-président du conseil et président de la section A des publics. Et c'est pour raison de santé du professeur Ibaldé que j'ai pris le devant de la scène pour assurer le poste de président jusqu'à nouvelles élections. Donc, ça, il faut d'abord lever cet équivoque-là. Ensuite, je vais vous dire que la dernière élection du Conseil national de l'ordre des médecins s'est passée le 22 octobre 2016 au Palais du Peuple. Nous avons organisé un congrès électif qui a abouti à la reconduction du bureau exécutif pour une durée de 1 an, avec une mission qui était bien précise et définie par le ministre de la Santé de l'époque, le docteur Abdraman Diallo. Alors, à charge pour nous, au cours de cette année 2016-2017, de mettre en place une commission pour le toilettage des textes, de faire une collection des textes sur l'organisation et l'attribution des conseils de l'ordre au niveau de la sous-région. Parce qu'on s'est rendu compte que toutes les difficultés liées au fonctionnement de l'ordre étaient liées en partie au fait que les anciens textes, qui sont des textes caducs, qui disaient qu'il y a 2 sections, section A, section B, on a eu beaucoup de difficultés à collaborer entre public et privé. Et comme à l'instar de la France, il y a un seul conseil national maintenant de l'ordre des médecins qui réunit les 2 entités sur la base de représentativité, parce que vous conviendrez avec moi qu'il y a plus de médecins publics que privés. Donc, on a jugé utile de consulter la sous-région et d'harmoniser nos textes avec ceux de la sous-région dans l'espace CEDEAO. Ce qui nous a amené à recruter un consultant international avec l'appui de CRS, qui est Catholic Reverse Service, qui a financé. Et nous avons recruté le président du Conseil de l'ordre des médecins de Côte d'Ivoire, Akakro. Il est venu travailler pendant 2 mois ici avec un consultant national qui est un juriste, qui est Dr Makamera, que vous pouvez appeler, qui est bien connu ici. Ils ont produit un texte qui fusionnait les 2 conseils de l'ordre, qui a été validé devant ces médecins qui parlent aujourd'hui et qui ont approuvé. Et ce texte est dans le bureau du ministre pour être envoyé à l'Assemblée nationale pour qu'il soit voté et appliqué comme part de cette phase. Et comme on a constaté que ça retarde à cause de ça, et moi-même je l'ai dit, j'ai dit à ces médecins qui parlent, je ne suis pas candidat et je ne veux plus être président. Mais je ne veux pas laisser le poste de président abandonné comme ça. Il faut organiser des élections sur la base des textes. Le ministre nous a appelés, il est dans les bonnes dispositions. Il a déjà organisé les élections dans la région de Conakry, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Le docteur Kakangapou, qui est le directeur de l'hôpital régional de Conakry, a organisé toutes les élections sous la supervision du ministère de la Santé. Donc, on a déjà la liste des médecins de la région de Conakry élus. Nous attendons maintenant l'organisation au niveau des conseils régionaux pour organiser le congrès national et le bureau exécutif national. D'accord. Apparemment, la procédure a été déclenchée, mais dites-nous pourquoi alors ces cris, pourquoi ces revendications de la part de vos pairs. Les cris sont clairs. Vous savez, on est dans un monde médical, on se connaît. Lorsque tu dis, je vais moraliser la profession, mais je vous dis, la moralisation de la profession médicale est une activité dévolue au Conseil de l'ordre. Lorsque tu prends une ONG qui est composée des étudiants qu'on connaît, soit ils ont fini, ou bien ils sont en stade de S, ils sont tous des étudiants. Mais dites-moi, qu'est-ce que moralisation? Eux, ils peuvent venir faire ou enseigner aux médecins que je connais. Pour moraliser la profession, il faut une certaine expérience et peut-être une certaine je sais pas, qualification. Donc moi, je dis, je suis tout à fait d'accord. Organisons les élections sur la base, selon le texte. Parce que alors, professeur Hassan, lorsque vous parlez de moralisation, vous voulez faire allusion à qui, au juste? Non, écoutez, je ne veux pas faire allusion à une personne. Moraliser la profession, ça veut dire quoi? L'enseignement de l'éthique et la déontologie qui consiste la moralisation, c'est un enseignement structuré qu'eux tous, ils ont eu comme étudiants, qu'on a commencé à la faculté de médecine de la 2e année jusqu'en 6e année. Et maintenant, pour le reste de la moralisation, comme on fait croire, et ce qui n'est pas vrai, que tous les actes médicaux aujourd'hui qui se font par des personnes, je dirais, indélicates liées à la moralisation, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, qu'à cela ne tienne. Donc, tout cela, c'est des activités ponctuelles. Lorsqu'il y a des cas, par exemple... Dernière question, Moussa Alors, Moïse. professeur Sanba, le texte est toiletté. Vous avez fait appel à l'expertise de ivoirienne en la matière.
le texte est fini, il est sur la table du ministère de la Santé. Est-ce que c'est là-bas où ça bloque, ou bien vous attendez le retour, on l'espère, en bonne santé de professeur Ibrahim Baldé? Non. En fait, le problème, le texte est là. C'est-à-dire qu'on a utilisé les deux voies pour aller plus vite parce que il y a ces jeunes qui disaient il faut renouveler. On est tout à fait d'accord pour renouveler. Donc, le texte là, il est là-bas et le ministre doit envoyer ce texte à l'Assemblée pour qu'il soit voté et qu'il soit applicable à tout le monde. Donc, en attendant, comme ce texte, il est dans le bureau de ministre... mais déjà, vous dites, alors que le texte n'est pas adopté, vous dites, on a commencé le renouvellement dans la région de Conakry. Oui. Sur quelle base vous renouvelez ici à Conakry? C'est la base des anciens textes. C'est la base des anciens textes parce qu'on ne peut pas attendre. Le nouveau texte, c'est un texte de fusion entre les deux conseils de l'ordre. Donc, il n'y aura plus un... Mais est-ce que vous ne craignez pas, professeur Ba, que après le toilettage des textes et que ce que vous avez fait aujourd'hui à Conakry soit en porte-à-faux avec les nouveaux textes? Je vais vous dire, l'ordre des médecins est un organe consultatif du ministère de la Santé. C'est le ministère de la Santé qui organise les élections, qui supervise les élections. Donc, si on a organisé les élections, c'est parce que c'est les mêmes jeunes qui sont allés dire au ministre qu'il y a longtemps, on n'organise pas les élections. Certainement, sous la pression, il dit, bon, on va organiser les élections sur la base de nos textes et quitte à peut-être raccourcir le mandat, comme on a fait pour lorsqu'on a prolongé mon mandat de 1 an à ça, de renouveler les textes et de les faire valider. On fait, et après, on reprend sur la nouvelle base. Parce qu'on ne peut pas être membre de toutes ces organisations sous-régionales, donc la conférence francophone de l'ordre des médecins, l'association médicale mondiale, pour dire que nous, on aura des textes qui sont... Et est-ce que François Hassan Ba est candidat à sa propre succession? Et quels sont les... Attendez, il l'a dit, Antoine. C'est quoi Antoine, il a dit qu'il ne veut plus être candidat. Je sais que vous ne voulez plus le poste peut-être, mais c'est quoi les critères pour être président de l'ordre des médecins de Guinée? Est-ce que le critère âge fait partie? Je vais le dire d'abord et répéter ce que j'ai déjà dit à ces médecins qui ont parlé tout à l'heure en réunion au ministère de la Santé, que Hassan Ba n'est pas candidat. Et je le répète publiquement que je ne suis pas candidat. Mais le problème, c'est que je ne suis pas prêt quand même à abandonner l'ordre comme ça, pour vous laisser l'ordre dans des mains des gens, des personnes qui ne sont pas expertes pour détruire tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est non. Donc je tiens à organiser les élections dans les règles de l'art. Dernière question. Oui, professeur Hassan, on comprend bien le cri de cœur de certains professionnels qui estiment qu'aujourd'hui, on a du mal à connaître exactement le nombre de médecins. C'est un médecin reconnu qui exerce la profession en République de Guinée et qu'il y a de nombreux médecins de nombreux diplômés, peut-être pratiquants, qui exercent le métier dans des cliniques privées et même dans certains hôpitaux publics qui n'ont pas mandat à le faire, qui ne sont pas habilités à le faire, qui ne sont pas reconnus par l'ordre. Est-ce que vous avez mené des démarches dans ce sens pour mettre fin à cette pratique? Et puis, quelle information vous pouvez nous donner sur le ratio par rapport à la population, le nombre de médecins que compte la Guinée? Parfait. D'abord, je vais quand même commencer par la première question. Je crois que tout le monde a suivi ici à un moment donné l'équipe de Teboro avec l'ordre des médecins qui était en train de fermer les cabinets clandestins et chasser les personnes qui exercent illégalement la médecine. C'est une mission ordinale. C'est l'ordre des médecins. C'est moi qui avais initié ça. Je suis allé voir le colonel Teboro et recenser tous ces médecins qui n'avaient pas de diplôme, qui n'avaient pas la compétence d'exercer ou qui exerçaient des spécialités dont ils n'ont pas la qualification de les fermer. Ça, c'est un. Et deuxièmement, aujourd'hui, nous avons le répertoire national de tous les médecins en Guinée. Et en Guinée et à l'extérieur de la Guinée. Mais le problème est quoi? C'est que ces médecins qui vous parlent là, je vous leur mets au défi. Allez-y leur demander de vous présenter une seule carte d'inscription à l'ordre. Ils n'en ont pas. Mais c'est vrai, ils sont des médecins. Mais si tu n'es pas inscrit à l'ordre, tu fais de l'exercice illégal de la médecine. Donc les médecins qui sont inscrits, nous sommes aujourd'hui au nombre de 4000 médecins qui sont inscrits en Guinée, en République Guinée, qui sont répertoriés à l'intérieur du pays. Et plus de 7000 médecins, donc on a plus de médecins à l'extérieur de la Guinée en formation que les médecins qui sont aujourd'hui à l'intérieur du pays. Donc tous ces médecins sont gérés par le Conseil de l'ordre. Aujourd'hui, ces médecins qui sont à l'extérieur, par exemple, qui ne peuvent pas exercer si je ne certifie pas leur diplôme ou leur qualification à le faire, il ne faut pas le faire. Et lorsque j'entends maintenant un étudiant ou quoi qui dit ou non, on va suspendre tout ça, vous imaginez l'impact que ça va faire. Moi, je ne manque pas de travail pour m'occuper uniquement que de l'ordre des médecins. Donc je dis, je ne suis pas candidat.
Et je suis prêt à organiser les élections demain si on me dit qu'ils ont fini les élections régionales. Donc, je ne suis pas candidat. Mais qu'on arrête de faire croire et tout ça. Et les problèmes qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui. Les grandes gueules. Mais Dr Awada a parfaitement raison de sanctionner le médecin sur le plan administratif. L'ordre des médecins, il y a une procédure d'autosaisine du conseil, de saisine du conseil de l'ordre des médecins. On ne peut pas dire, parce qu'un malade est mort aujourd'hui, que tout de suite l'ordre des médecins va se saisir. J'ai des dossiers, j'ai plus de 10 dossiers aujourd'hui en responsabilité médicale qui concernent les médecins que je juge et je sanctionne, j'applique les décisions disciplinaires de ces médecins. Bien. On a des médecins qu'on a interdit d'exercer la profession médicale. Donc ne pas faire dire que la médecine, le médecin l'ordre ne fait rien, je crois que c'est de leur propre. Voilà. Professeur Hassan Ba, président intérimaire donc, on le rectifie, de l'Ordre national des médecins légistes, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. On en vient à ce dernier sujet parce que nous ne pourrons pas aborder le sujet sur le viol justement parce que l'adjudant-chef Bernard Tinguiano ne pourra pas finalement répondre à nos questions. Nous parlons des conditions de détention en milieu carcéral qui font débat en République de Guinée. Un jeune sorti de prison la semaine dernière a rendu l'âme à Wanidara dans la commune de Ratoma. La famille soupçonne une mort des suites de sévices corporels qu'il aurait subi à la maison centrale de Conakry. Cette question donc, que se passe-t-il dans nos prisons? Les ONG de défense des droits humains appellent le gouvernement à faire la lumière sur ce dernier cas. Nous essayons à l'instant de joindre Dr Mamadou Aliou Bari, activiste des droits de l'homme du côté de Paris. Il va essayer de répondre à nos questions et également nous joindrons, si tout va bien, Sékou Keita, responsable de communication du ministère de la Justice. Vous avez suivi, chers collègues, cette actualité, ce jeune homme Moussa Moïse Silla qui aurait été libéré et qui a rendu l'âme le même jour du côté de Wanindara. Qu'intérêt le reportage de Mamadou Bouléré qui s'est donc intéressé à ce sujet. Et ce qui est à déplorer, c'est d'abord quelque chose qui est connu de tous et même de ceux qui sont au ministère de la Justice, c'est la congestion du milieu carcéral de la principale maison d'arrêt de notre pays. C'est-à-dire quand vous partez à l'hôtel 5 étoiles de Coronti, vous n'avez pas besoin d'être expert pour vous rendre compte que cette maison, aujourd'hui cette prison, a un nombre, un effectif de prisonniers qui est presque, je dirais, triplé. Une sorte de pléthore. Exactement, triplé. Donc, les conditions de détention, dans ces conditions-là, dans ces circonstances, ces conditions de détention ne peuvent être que désagréables. Et donc, on ne peut pas, dans ces conditions, parler de respect, ne serait-ce que des droits de ces prisonniers. Parce que, encore une fois, je ne parle pas de certains cas spécifiques, mais la prison, pour certains crimes, pour certains délits qui ont été commis, sert tout de même à redresser la tige et non à la casser. Donc, on ne peut pas faire de l'apprentissage social en prison dans ces conditions. Est-ce qu'on en fait chez nous? Oui, mais la réinsertion sociale? C'est fait pour ça. Vous apprenez en prison à revivre en société. Et quand vous êtes fin prêt, à ce moment-là, vous revenez en société avec de nouvelles prédispositions psychologiques. Mais là, nos prisons sont faites pour endurcir le criminel, pour endurcir celui qui a volé un œuf, afin qu'il soit capable de voler un bœuf. Donc, ce ne sont pas des maisons de rééducation, parce que ce volet-là est normalement pris en compte dans certaines prisons. Donc, il faut penser d'abord, pour parler de respect des droits humains, à décongestionner la maison centrale de Conakry. Qu'ils aient peur de construire des prisons parce qu'ils ne veulent pas finir prisonniers, ça c'est une légende qui date de je ne sais pas de quelle année. Voilà, des idées reçues. Construisez des prisons qui puissent qu'au moins accueillir un certain nombre de personnes. Et puis, veillez à la gestion, parce que les gardes pénitentiaires qui sont là, on sait bien ceux qui peuvent s'installer entre eux et les prisonniers. Donc, permettez aux organisations de défense des droits humains d'avoir accès aux prisonniers, de voir dans quelles conditions ils sont détenus. Mais quelquefois, tout cela est refusé. Quand même des avocats demandent à rencontrer leurs clients en prison, on leur dit c'est pas possible. Voilà. Ce qui est en porte-à-faux avec la loi. Nous avons en ligne Dr Mamadou Aliou Bari, il est activiste des droits de l'homme. Les grandes gueules. Allez-y, Daouda Mohamed. Docteur Mamadou Aliou Bari, bonjour.
Oui, bonjour. Vous êtes activiste de défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, votre regard est porté sur la situation des prisonniers, leurs conditions de vie. Et le dernier candidat, c'est bien ce Mamadou Lamarana Diallo qui sort de prison et le même soir, il rend l'âme. Alors, qu'est-ce que vous dénoncez dans ce cas précis? Oui, écoutez, si vous avez bonne mémoire, à l'installation de Maître Cheikh Sako en 2015, il avait mis en place une commission prison et j'avais rédigé un rapport dirigeant cette commission qui s'appelle la Guinée face à ces prisons. Le problème des conditions carcérales en Guinée, c'est un problème vraiment complètement à l'ordre du jour et délicat. Il faut savoir que s'il y a un des parents pauvres du ministère de la Justice en Guinée, c'est bien l'administration pénitentiaire. Ça remonte depuis l'époque du premier régime jusqu'à nos jours. Donc c'est pas étonnant que des détenus sortent dans des conditions vraiment de santé pénibles parce que les conditions carcérales sont extrêmement difficiles dans les prisons guinéennes. Alors, vous parlez justement de ces conditions de détention qui sont pénibles. Si ça ne tenait qu'à ces conditions, est-ce que vous avez eu vent à travers ce rapport que vous avez mené, parce que vous avez sillonné quand même toutes les prisons de Guinée, vous avez écouté les gardes pénitentiaires, mais aussi les gardiens de ces prisons-là. Est-ce que vous avez eu vent de traitements inhumains et dégradants qui se font dans ces prisons-là? Oui. Malheureusement, le problème de la Guinée se situe à ce niveau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réflexions qui ont été faites au niveau, par exemple, du ministère de la Justice. M. Cheikh Sako avait entamé des grandes réformes par le programme d'appui à la réforme de la justice. Malheureusement, si vous lisez ce rapport, toutes les recommandations ont été faites. Mais ce qu'il faut retenir dans ce pays, c'est-à-dire qu'il faut qu'en Guinée, qu'on change la notion de prison. Une prison, elle n'est pas faite pour détruire quelqu'un. On va en prison pour sortir reconstruit. C'est pourquoi, d'ailleurs, depuis, dans ce rapport, nous préconisons on n'a pas besoin de construire des prisons en Guinée. Il faut savoir qu'en Guinée, c'est la chaîne pénale qui ne fonctionne pas. La chaîne pénale ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de prévenus qui sont en détention, qui ne sont pas jugés. De telle sorte, par exemple, aujourd'hui, la population carcérale en Guinée est estimée, si j'ai bonne mémoire, à près de 3000 détenus. Sur les 3000, vous avez plus ou moins la moitié qui sont des prévenus, des gens qui ne sont pas dépassés devant les juges. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que les magistrats guinéens, notamment le procureur de Dixine, il faut qu'il change de logiciel. C'est un procureur qui date du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il date dans la bouche de le mot prison. Il n'a aucune notion d'alternative à la prison. Regardez aujourd'hui, par exemple, des gens comme Ousmane Gawal, parce que c'est des hommes politiques, mais c'est des gens qui n'ont rien à voir à faire en prison parce qu'ils peuvent même être mis à résidence surveillée, ou c'est pas moi, mis à domicile pour les besoins de l'enquête. On n'a pas besoin d'amener certaines personnes en prison. C'est-à-dire qu'il faut que les magistrats guinéens changent eux-mêmes leur logiciel. C'est-à-dire les alternatives à la prison, c'est quelque chose de très possible en Guinée. D'accord. Alors, ces cas d'essais de mort qu'on constate ces dernières semaines, est-ce qu'il ne serait pas judicieux que l'État puisse mettre en place peut-être une commission d'enquête indépendante pour constater un peu, pour mener des enquêtes au sein de ces maisons de détention, pour voir est-ce qu'il y a des sévices qui sont constatés? Et peut-être les activistes eux-mêmes mener des enquêtes. Écoutez, non, mais le problème, c'est qu'à mon niveau, ce n'est pas le premier décès. Moi, quand je m'occupais de l'administration pénitentiaire, pratiquement, il y avait tous les jours un décès à la maison centrale. Le problème, ce n'est pas un problème de commission. Le problème, c'est de changer les conditions carcérales. On n'a pas besoin de construire des prisons en Guinée, on a besoin de les réaménager, on a besoin de faire des alternatives à l'incarcération. Et surtout, le plus grave, c'est que le personnel pénitentiaire n'est même pas formé pour recevoir les prisons. Il faut savoir que le recrutement avant, c'est-à-dire jusqu'à pratiquement les années récentes, la gestion des prisons était confiée à l'armée. C'est récemment qu'on a recruté des gardes pénitentiaires et ils ne sont même pas formés aux conditions carcérales. Donc je pense qu'il n'y a pas lieu de mettre en place une commission, il y a lieu de former les gardes pénitentiaires, de changer l'administration pénitentiaire afin d'améliorer les conditions de détention des détenus. Allez-y, Moussa Moïse. Et sur peut-être les quelques raisons que nous ne savons pas de la mort de jeune Lamarana Diallo, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Non, mais personnellement, je ne sais pas de quoi il est mort, mais il faut savoir, par exemple, que sur le plan de la santé en milieu carcéral, c'est quelque chose, c'est un parent pauvre. Vous avez à la maison centrale un seul médecin, c'est-à-dire qui fait tous les efforts louables. Il faut savoir qu'on mélange tout, c'est-à-dire que vous avez par exemple à la maison centrale de Conakry qui a été construite dans les années 30 pour recevoir, qui a une capacité carcérale de 300 personnes, ils sont
près de 1600. Les conditions de couvrissement dans ces prisons portent même les gènes de mauvaises conditions de détention. Donc les gens sortent malades. Et les mineurs n'ont rien à faire en prison en Guinée. Tout le concept, je pense qu'il faut repenser le rôle de la prison, la notion de prison en Guinée dans ce pays. Et sur ce cas précis, je ne sais pas de quoi il est mort, mais je peux parier qu'il est mort suite à des mauvaises conditions carcérales. Eh bien, docteur Mamadou Aliou Bari, activiste des droits de l'homme, merci d'avoir accepté de nous écouter ce matin et de répondre à nos questions. Merci beaucoup, bonne journée. Voilà, nous continuons donc, Moussa Moïse, on a écouté Jacques Lewa Leno, on a écouté docteur Mamadou Aliou sur les conditions de détention. Quand même, il faut dire qu'au niveau de la maison centrale, on parle surtout de cette question de pléthore parce que ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'arrestations et le milieu ne répond plus. Tellement de personnes sont là qui ne devraient pas être là, peut-être qui ne sont pas passées devant un juge. C'est sur quoi il faut peut-être se focaliser. Moi, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il faut repenser un peu la question de la prison dans notre pays, parce qu'il n'est pas le premier à le dire. Il y a des activistes des droits de l'homme qui ont eu la possibilité d'entrer. Il y a également des politiques qui ont eu la possibilité de s'y séjourner et de comprendre un peu qu'il y a des gens à l'intérieur qui attendent par exemple d'être jugés depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans. Ils ne sont pas condamnés, mais ils sont en prison en attente d'un procès. Donc, si celui qui est décédé, par exemple, a passé 8 mois sans être jugé. Voilà, si ces personnes-là étaient extirpées de ces lieux de détention, je crois qu'on aurait pu trouver, n'est-ce pas, de l'espace. C'est quand même grave dans cette crise qu'on ait pu avoir le doyen Sow qui, lui, on dit, il est mort à l'hôpital, bien sûr, mais il était déjà parti malade de la prison, lui également. Et l'autre qui sort de prison, avec qui des trouve traces encore la mort. sur le corps. Ce n'est pas bien pour bien. Moussa Moïse, là, nous avons Sekou Keita en direct. Les grandes gueules. Monsieur Keita, bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. Bonjour Moussa et bonjour chers collègues journalistes d'Espace. Le jeune Lamarana Diallo qui a séjourné donc récemment à la maison centrale, libéré sous certaines conditions, a trouvé la mort selon sa famille le même jour et cette mort aurait été causée donc par des sévices qu'il a subis en détention. Donc ce sont les gardes pénitentiaires qui sont accusés par la famille du défunt. Est-ce que vous avez des éléments d'information à mettre à la disposition de l'opinion publique? Alors, merci une fois de plus de cette opportunité que vous ne cessez de donner au ministère de la Justice à travers ma voix pour, une fois encore, apporter des précisions plus claires sur les conditions de détention dans nos milieux carcérales. Mais acceptez quand même que je réponde, monsieur docteur, votre consultant qui est, je crois, Mamadou Aliou Bari, qui est un ancien travailleur de l'administration pénitentiaire. Je suis quand même très triste d'entendre à travers ce monsieur pour dire que les conditions de détention aujourd'hui ne sont pas bonnes. Il est l'auteur, il fait partie de ceux qui ont mené des investigations, des recherches pour améliorer les conditions de détention en Guinée. Son rapport, il est signateur. Mais je pense qu'il est sur la grande théorie depuis 5 ans. Et tout ce qu'il évoque, je peux dire que je m'inscris en faux. Allez-y rapidement, monsieur Keita, sur le cas de l'Amarana, c'est pour cela que nous vous appelons. On n'a plus beaucoup de temps. Non, on ne peut pas se baser sur une théorie. Oui, mais, mais la question, elle est précise, monsieur. Il y a un détenu. Il y a un détenu qui a perdu la vie. On veut savoir. La famille veut être située sur les raisons de sa mort. On n'a plus beaucoup de temps, justement, monsieur Keita. Que savez-vous des conditions dans lesquelles ce détenu a perdu la vie? Surtout qu'on dit qu'il n'a pas été jugé, il est sorti. Après 8 mois. Il a été. Bon, moi, j'ai des éléments sur le décès du feu Mamadou Lamarana Diallo qui était chauffeur. Il est mort de quoi? Sur le cas. Écoutez, pour que je me prononce sur le cas de Mamadou Lamarana, acceptez que je réponde d'abord à Mamadou Aliou qui se rend sur la grande... On a justement plus de temps, monsieur Keita. Si vous n'avez pas le temps, appelez-moi demain d'abord. Je veux d'abord répondre à monsieur Mamadou Aliou Bari, qui se dit consultant, qui se dit connaisseur des milieux, des conditions de détention en Guinée, qui ne connaît rien du tout.
Si je ne réponds pas à ce dernier, je ne vais pas répondre à votre question. On peut dans ce cas vous appeler demain parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Le peuple de Guinée vous écoute. C'est ce qu'on attend de vous, de savoir dans quelles conditions ce jeune homme a perdu la vie. C'est pas un débat de personnes. Alors, il ne veut pas répondre. On l'appellera certainement demain. Demain, on aura plus de temps, mais juste un mot par rapport un peu à la sortie du premier invité. Il parle de la chaîne pénale qui ne fonctionne pas bien. Nous savons tous dans ce pays. C'est une réalité. Une prison qui a une capacité d'accueil de 300 détenus. En 2019, le même rapport parlait de 1500 détenus comparé à 300 détenus. Donc ça veut dire qu'il y a un surpeuplement. Ça crée des conditions qui peuvent favoriser des maladies. Maintenant, l'autre aspect, nous apprenons que même les ateliers qui devaient servir à quelques activités pour les prisonniers ont été complètement rééduqués, ont été complètement transformés en des dortoirs. Donc il y a un problème, ça ne facilite pas la réinsertion. Parce que les gens, ils avaient des ateliers. Il y a quand même ce rapport de 115 pages qui est disponible sur les prisons en Guinée. Si M. Keita nous dit qu'il n'est pas d'accord, c'est son avis. Non, c'est un secret de Polichinelle. C'est un secret de Polichinelle qu'aujourd'hui, dans nos prisons, il y a un surpeuplement. Il y a aujourd'hui des personnes qui n'ont pas besoin d'être en prison, qui peuvent être surveillés dehors. Moussa Moïse le disait tout à l'heure, quelqu'un qui a mis en prison aujourd'hui pour avoir volé un œuf, on l'y maintient, on le fait cohabiter avec celui qui a dévalisé toute une banque. Et qu'est-ce que vous voulez que cet enfant, ce voleur d'œufs, apprenne auprès de celui qui a dévalisé une banque et apprenne auprès de lui? C'est aujourd'hui, et cette question doit être posée, et que le ministère s'attelle à travailler pour l'achèvement, par exemple, la construction de la prison dont on nous parlait depuis longtemps du côté de Yorokodia. 30 secondes, Antoine. Il faut que Sékou Camara reprenne, revoie ses stratégies. C'est Keita, malheureusement. C'est Keita. Il faut qu'il revoie ses stratégies de communication. Il n'est pas à ce département pour des personnes. Il y est pour le peuple de Guinée. Lorsqu'on l'appelle pour des questions aussi précises et importantes, qu'il sorte des questions personnelles et surtout qu'il arrête de parfois réagir ou de parfois communiquer sur la base de la passion, qu'il aille sur la base des raisons, qu'il nous dise clairement ce qui s'est passé. Les questions liées aux personnes, on n'est pas là pour cela. Voilà, Moussa Moïse, pour terminer. Moi, je trouve quand même qu'il se prête volontiers à toutes les demandes de la presse quand il le peut. C'est comme il faut le reconnaître. Ce n'était pas le cas la dernière fois. La fois dernière, on l'a voulu l'avoir. Oui, je peux quand même certifier qu'il était dans son vol pour le Burkina Faso puisqu'il a accompagné le PM. Je parle d'avant-hier. Alors, je parle pas de son voyage. Mais quand même, il se met à chaque fois que nous on a tenté de l'avoir, il a pu s'exprimer là-dessus. Demain, on espère qu'il va pouvoir délier la langue là-dessus. Vous pouvez continuer le débat chez vous. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire au compte de ce numéro des Grandes Gueules. Merci à tous de nous avoir suivis du côté à l'international, mais aussi à l'intérieur du pays. Merci à Vladimir Poutine du côté de la régie, à Alassane Diallo, à Mamoudou Kondé, mais aussi à Mafata Sano du côté de la régie, à tous ces grands hommes qui se sont bougés pour que vous puissiez nous regarder à la télévision. Mohamed Diaby a géré les sons du côté de la radio. Merci à vous tous de votre fidélité. Merci à tous.